vous êtes devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Donc des images inédites, des images sidérantes ce matin. Nicolas Sarkozy, 70 ans, va franchir les portes de la prison de la Santé à Paris. Vous venez de nous le dire. Condamné à 5 ans ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, il devient le premier chef de l'État sous la Ve République à être incarcéré. Un événement politique, un événement judiciaire, un événement symbolique d'une intensité rare. Que dit ce moment de la justice française, de notre démocratie et de la droite orpheline de son chef moral? C'est le fil rouge de notre heure ensemble ce matin. Avec moi pour en parler, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Anaïs. Vous êtes directrice de la revue L'Audace. Excellente revue. Christophe Barbier, éditorialiste politique LCI. Vous êtes donc Christophe Barbier. Ça... Bonjour Anaïs. Oui. Voilà. Alexandra Guillet, journaliste police-justice TF1 LCI. Merci d'être avec nous, chère Alexandra. Guillaume Fard, consultant police-justice TF1 LCI. Vous étiez là hier pour les bijoux de la Castafiore. Oui, voilà. Et vous êtes là ce matin. L'incarcération de Nicolas Sarkozy. Pour l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et Joachim Pueyo. Bonjour monsieur, vous êtes maire d'Hiver Gauche. Vous avez été maire d'Hiver Gauche d'Alençon. Je suis toujours. Vous êtes toujours. Et vous êtes aussi ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis, la plus grosse prison d'Europe. Donc votre témoignage va nous être précieux. D'abord, un président en prison, quand même, l'image est lourde et la portée historique incontestable, Natacha. Oui, vous savez, vous venez de plaisanter sur le fait que Guillaume Fard était hier ici même pour parler de ce vol de bijoux. Bien. De même que certains commettent l'erreur de dire mais après tout ce sont des simples bijoux anciens sans voir la portée symbolique, le poids dans l'histoire de France, et bien de même on commettrait une erreur de considérer que parce que Nicolas Sarkozy n'a plus... Regardez Natacha, pardon de vous interrompre, mais priorité au direct, bien sûr les enfants Sarkozy, la petite Julia, Louis et son épouse, et puis les aînés de Nicolas Sarkozy sont en train de sortir pour probablement accompagner donc leur père à la prison de la Santé. Donc Natacha, la portée symbolique de ces images d'ailleurs. De même, on aurait tort de penser que parce que Nicolas Sarkozy n'exerce plus de mandat et finalement n'a plus autant d'influence sur la vie politique française, il n'y a pas là un événement important pour tous les Français. La fonction, le statut de président de la République est la clé de voûte de nos institutions, et de ce point de vue-là, avoir un président en prison est quelque chose qui nous concerne tous. Que nous soyons, d'ailleurs, quelle que soit notre vision de ce problème, ceux qui considèrent que Nicolas Sarkozy n'a que ce qu'il mérite, ou ceux qui considèrent que la justice a empiété, peu importe, il y a là, dans l'atteinte à la fonction, quelque chose qui nous pose problème à tous. Matteo Servino, vous êtes toujours devant le domicile de Nicolas Sarkozy. On vient de voir sortir la famille là, qui va probablement accompagner le président à la prison de la Santé. Exactement, on vient de voir Louis Sarkozy et le reste de sa famille sortir à l'instant du domicile de Nicolas Sarkozy. Ils sont allés rejoindre d'autres proches du chef de l'État. Vous voyez à côté de la voiture qui va accompagner le président de la République jusqu'à la prison de la Santé. C'est Louis Sarkozy qui avait appelé à venir manifester un soutien pour l'ancien chef de l'État. Et on peut dire que l'appel a été entendu puisqu'il y a à peu près 200 à 300 personnes dans cette rue du 16e arrondissement. Et Nicolas Sarkozy, lui, pour l'instant, n'est toujours pas sorti. Il devrait sortir dans quelques minutes pour être transféré vers la prison de la Santé dans le 14e arrondissement. Merci beaucoup, Matteo Servino, devant le domicile de Nicolas Sarkozy, mon Dieu. Florence Coras, bonjour. Vous nous avez rejointe. Vous êtes avocat pénaliste. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Nicolas Sarkozy va arriver à la prison de la Santé? Oui, il va être incarcéré. On va lui donner un numéro d'écrou. Donc il va arriver dans le quartier des entrants. Selon un protocole assez classique. Bon, peut-être, probablement qu'on lui réserve quand même un statut un peu à part, j'ose espérer. Joachim Pueyo est en train d'hocher la tête à côté de vous. Non, je suis d'accord avec Maître, mais je ne sais pas s'il ira au quartier d'arrivant. Je pense qu'il y aura les formalités de l'écrou, effectivement, qui est obligatoire. C'est quoi les formalités de l'écrou? Bien, il y aura effectivement une fiche à remplir, il aura un numéro, comme toutes les personnes détenues. Et ensuite, il doit passer à la fouille. Et là, effectivement, normalement, il devrait aller dans un quartier arrivant. Je pense que le directeur va lui notifier son placement à l'isolement et il ira directement
dans sa cellule d'un quartier qui est quand même relativement isolé du reste de la détention. Donc il sera seul en cellule, mais le placement à l'isolement, c'est un acte administratif et le directeur doit le prononcer officiellement. D'accord. Guillaume Fard, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui se passe en général? Comment ça se passe? Oui, d'abord, comme ça a été rappelé, il y a un volet qui est très administratif. Donc la première étape, c'est cet enregistrement administratif. Donc vous venez, on vérifie votre identité, on prend vos empreintes digitales, on vous fait une photo, et puis c'est ce moment où on vous donne votre numéro d'écrou, en fait, qui est un peu votre carte d'identité pénitentiaire, parce qu'elle est indispensable à tout déplacement dans l'établissement. C'est plus vos papiers d'identité classiques, hein, c'est cette carte d'identité pénitentiaire. Et après, comme ça a été très bien rappelé, vous passez au vestiaire. Et là, le moment du vestiaire, c'est que vous remettez tous les objets qui sont interdits en détention. Évidemment, vous pouvez pas avoir un briquet. Enfin, il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas conserver avec vous. Il y a des bijoux qui ne sont pas autorisés. Les alliances le sont. Les montres, dans certains cas, ça s'arrête à peu près là. Vous devez déposer ça au coffre. Et puis, il y a le moment où on vous fouille. Les lacets, ça aussi. Oui, alors ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a un certain nombre de critères, mais c'est pas une garde à vue. Hein. Donc ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce moment où il y a la fouille intégrale. Donc, vous êtes censé vous dévêtir et on réalise cette fouille intégrale. Bon, là, on parle d'un ancien président de la République, donc vous voyez qu'il y a une dimension un peu particulière qui est attachée à ce moment-là. Et après, il y a la remise du kit arrivant, donc on vous donne un certain nombre de produits de première nécessité, produits de toilette, une couverture, de la vaisselle pour vos repas, parce que dans la cellule Nicolas Sarkozy, on a compris qu'il y avait des plaques de cuisson. Enfin, en tout cas, il y avait de quoi faire un petit peu de cuisine. Donc on vous remet ça. Et après, il y a effectivement ce moment du placement dans le quartier arrivant où on vous conduit en cellule. Hein, ça dépend. Celle de Nicolas Sarkozy, elle est prête. Elle fait 11 mètres carrés. On l'a beaucoup commenté, avec ce lit fixe au sol, un peu de mobilier bas, un réfrigérateur, un téléviseur et un petit coin douche. Voilà, c'est pas beaucoup plus que cela. Et donc, après, vous êtes effectivement conduit en cellule et cela enchaîne avec les fameux entretiens obligatoires. Donc, vous devez ensuite. C'est quoi les entretiens obligatoires? Vous devez vous entretenir. Enfin, monsieur peut-être le raconter même mieux que moi, parce qu'il a dirigé plusieurs enseignants. Non, vous avez un protocole lorsqu'un détenu est écroué. Donc, il y a effectivement les formalités de l'écrou, et ensuite il y a les entretiens qui sont obligatoires normalement, c'est-à-dire la personne détenue voit quelqu'un de l'administration pénitentiaire. Dans ce cadre-là, ce sera le directeur qui va lui notifier effectivement son placement à l'isolement. Et normalement, il doit être vu également par le service médical pour examiner, entre guillemets, son état au niveau de la santé. Et ensuite, effectivement, suite à cette décision, il est placé dans un quartier qui est quand même relativement étanche, en dehors de la détention ordinaire, pour sa sécurité. Parce que pour l'administration pénitentiaire, elle doit exécuter des décisions de justice avec discernement. Et dans ce cadre-là, le premier problème qui se pose, c'est la sécurité de l'ancien président de la République. Donc toutes les mesures de sûreté seront mises en place. Et donc c'est préoccupant pour l'administration, mais les agents sont formés à la prise en charge des détenus qui ont fait l'objet de faits médiatiques considérables. C'est le cas de l'ancien président. Et je pense que un fonctionnaire pénitentiaire, il peut avoir des sentiments personnels vis-à-vis d'une personne détenue qui va en prison. Moi, je l'ai eu également parfois par rapport à des détenus. Mais je pense qu'il compte, c'est l'attitude professionnelle, c'est le geste professionnel, et c'est le discernement et la sérénité qui doit s'imposer dans ce cas de figure. Et Guillaume Fard, il est à l'isolement aussi parce qu'on va éviter les photos. On sait que tous les prisonniers de France ont maintenant des... Non, pas tous. des iPhone 18 Max Pro Plus. Donc, on va éviter les photos, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la difficulté, c'est que oui, il y a 40 000 téléphones en détention à peu près, mais 85 000 détenus, donc c'est pas tous. Vous allez m'opposer que c'est un ratio d'1 sur 2. Mais, exactement. Mais néanmoins... C'est quand même beaucoup. C'est pas... Oui, après, les prisons sont des lieux ouverts aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des prisons qui sont complètement fermées où plus personne ne rentre jamais en aucune circonstance. On le fait pour les 100 plus grands détenus narcotrafiquants les plus dangereux, etc. Mais pour tous les autres, il y a des allées et venues en prison
prison. Donc mécaniquement, il y a hélas des téléphones qui rentrent. Je le regrette aussi. Maintenant, pour l'empêcher, ce serait techniquement, je pense, un petit peu plus difficile. Concernant la prison de la Santé, bah oui, il y a des détenus qui ont des téléphones portables. Aujourd'hui, les téléphones portables sont des téléphones portables avec capacité de prendre des photos et filmer. Et donc l'enjeu, c'est que les autres détenus ne filment pas ni ne photographient pas Nicolas Sarkozy. Vous imaginez bien que les premiers clichés, les premières vidéos de Nicolas Sarkozy en détention seront vendus très cher. Pourraient se monnayer très cher. Et au-delà de ça, il y a la question du respect de sa dignité de détenu. Il a aussi le droit, comme tout le monde, à ce qu'il n'y ait pas des photos de lui en détention qui circulent. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et c'est pour ça que la décision de l'isolement semblait plutôt s'imposer pour éviter qu'il croise d'autres détenus. Vous êtes à l'isolement. Et donc vous limitez aussi la capacité de détenus à vous photographier. Et puis c'est pas les agents de l'administration pénitentiaire qui vont s'amuser à ça. Donc il vaut mieux effectivement privilégier l'isolement pour cette raison. Maître Roy, il n'y a pas de traitement de faveur. Il y a une volonté d'exemplarité judiciaire. Ça, j'ignore en fait quelles sont les conditions qui ont été négociées, si je puis dire. Mais de toute façon, la détention, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, que selon que vous serez puissant ou misérable, vous voyez, disait La Fontaine. Eh bien, c'est quelque chose d'insoutenable, la détention, la prison. Vous savez, moi, je le dis, je j'ai pas peur de le dire, je suis contre la prison, hormis les cas d'atteinte à l'intégrité physique. Je considère que la prison devrait être réservée au cas d'atteinte à l'intégrité physique. On y va. Nicolas Sarkozy est en train de sortir de son domicile, Maître Roy, avec son épouse Carla Bruni. Matteo Ciaravino, vous êtes devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Sa famille les attend. C'est ça, exactement. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy sort en ce moment même avec Carla Bruni, son épouse. Ils sont main dans la main, et derrière moi, eh bien, des centaines de soutiens venus répondre à l'appel de Louis Sarkozy, son fils, pour manifester justement leur soutien à l'ancien chef de l'État. La famille est sortie il y a quelques instants seulement. Ils se sont situés à droite de cette rue en attendant le père, Nicolas Sarkozy, vous voyez, qui descend toujours. Alors on a entendu plusieurs choses, hein. Nicolas. Il y a aussi une Marseillaise qui a résonné il y a quelques instants seulement, qui a été repris par les membres de la famille Sarkozy. Et vous l'entendez peut-être, on entend encore le nom du chef de l'État résonner dans cette rue du 16e arrondissement, alors qu'il s'approche des caméras. Il salue la foule. On entend beaucoup de bruit, hein. Les gens n'hésitent pas à crier leur soutien pour l'ancien chef de l'État. Vous voyez. Il vient près de la foule pour s'adresser peut-être à ses soutiens. Nicolas Sarkozy qui va être transféré du coup dans quelques minutes à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement. On a une trentaine de minutes de la prison de la Santé. Vous le voyez. Il salue aussi certaines personnes qui sont à l'immeuble d'en face en train d'applaudir sur les balcons. Il salue sa famille également. Voilà, Nicolas Sarkozy qui va être incarcéré, une première, hein, on le dit, on le redit, une première dans l'histoire de France pour un président de la République. Jamais on avait vu un chef de l'État, un ancien chef de l'État, dormir derrière les barreaux. Christophe Barbier, ce sont des images exceptionnelles qu'on voit là se dérouler sur nos yeux. C'est un moment d'histoire. Hein. Ah oui, tout à fait. Elles sont totalement inédites sous la Ve République, avec une manifestation populaire pour un départ en prison qui sera sans doute pour un bref séjour. Il ne part pas pour 20 ans, il va faire quelques semaines maximum. Mais c'est un événement politique. Comme le disait tout à l'heure Natacha, il y a un attachement à la fonction, il y a quelque chose qui touche à la fonction. Et honnêtement, on peut s'interroger maintenant, quels que soient les arguments techniques qui ont amené à cette exécution provisoire, c'est-à-dire l'envoyer en prison alors qu'il n'y a pas de condamnation définitive. Est-ce que la justice a bien mesuré l'onde de choc politique ou sociopolitique qu'elle provoquait ? C'est-à-dire ça, c'est quoi ? C'est la réponse, c'est la riposte d'un homme politique très organisé qui, depuis quelques jours, a complètement scénarisé son emprisonnement. Vous voyez, un départ avec salut à la foule qui applaudit, comme s'il venait gagner une élection.
Et c'est ça la réponse, la riposte de Nicolas Sarkozy à une décision judiciaire qui reste quand même un peu étrange dans son argumentation. Un peu étrange, Natacha. On a l'impression, il y a des Français qui trouvent que la justice joue son rôle, d'autres qu'elle devient presque un pouvoir politique. Cette ambivalence, elle est particulière, elle est française. Et elle est en train de fracturer la communauté nationale, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est-à-dire que les images que nous voyons sont la traduction d'un clivage qui s'amplifie dans la société française entre ceux qui considèrent que les hommes politiques ne sont pas suffisamment exemplaires et donc qui suivent les juges dans cette volonté de forcer à l'exemplarité, et ceux qui, au contraire, considèrent qu'il y a une volonté de la part de certains juges de couper des têtes et donc d'excéder leur pouvoir. Quel que soit l'endroit où on se situe, en fait, le problème vient à la fois de l'absence d'exemplarité d'une partie de la classe politique, mais il faut toujours le répéter, c'est une petite partie. Il y a des gens formidables qui s'engagent en politique avec une dignité énorme. Et deuxième point, il y a une évolution de la culture des magistrats dont beaucoup considèrent en effet qu'ils exercent un rôle qui est un rôle non seulement juridique, mais, et c'est ça qu'on voyait dans ce jugement, quasi moral. Et c'est là où on peut discuter les choses. Est-ce que le rôle des juges est de faire de la morale ? J'en viens à cette exécution provisoire qui est la seule chose qui me gêne dans ce jugement. Le reste, je veux dire, est à la responsabilité des juges sans aucun problème. Je ne comprends toujours pas la justification de cette exécution provisoire, sauf à considérer, et je pense que c'est ça que les juges avaient en tête, qu'il eût été immoral que Nicolas Sarkozy pût échapper à la justice parce qu'il y aurait eu un appel puis une cour de cassation. Or, pardon, mais la morale de ce point de vue-là est sujette à interprétation. Et quand l'aboutissement, c'est la fracturation de la communauté nationale, ça pose un problème. Alexandra Guillet, vous êtes sur ces images-là ? Oui, effectivement. Et alors, pour rebondir sur cette question, cette notion, effectivement, qui frappe un peu tout le monde, qui interroge, en tout cas, d'exécution provisoire de ce mandat de dépôt différé, le tribunal l'a justifié en estimant que c'était une mesure indispensable pour garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par cette infraction dont il a été reconnu coupable, à savoir association de malfaiteurs. Alors, j'avais traduit ça, en fait. En voyant cette image, c'est exactement ça. Trouble à l'ordre public. Exactement, c'est une argumentation boomerang, parce que le trouble à l'ordre public, c'est un trouble démocratique, on a le droit de manifester, il est là. C'est-à-dire que la justice, par sa décision avec un socle fragile sur l'exécution provisoire, comme Natacha, je pense que le reste s'argumente très bien. Mais l'exécution provisoire, alors qu'il n'y a pas donc de condamnation définitive, ça provoque cela. C'est-à-dire une riposte politique, l'organisation d'une manifestation, d'une prise de parole, de tribune dans la presse et de critique de la justice sur le fond de son fonctionnement à travers la critique d'une décision unique qui est celle de cette exécution provisoire. Guillaume Favre. Sur l'exécution provisoire elle-même et sur le cas de Nicolas Sarkozy en particulier ensuite. Sur l'exécution provisoire elle-même, c'est aussi le législateur qui considère que on n'attend plus nécessairement d'être jugé deux fois par deux chambres différentes, mais que pour aller vite, pour emprisonner plus vite, pour une justice toujours plus sévère, il ne faut pas attendre l'appel et il faut frapper d'exécution provisoire certaines décisions de justice. Donc ça, c'est quand même la volonté du législateur. Les juges n'ont fait qu'appliquer la loi au cas d'espèce, et si on leur dit que maintenant il faut aller vite, il faut être sévère, il faut condamner et il faut enfermer avant même que le prévenu est condamné en première instance puis voir son cas examiné en appel, avec ce principe quand même un grand principe démocratique qui est deux chambres de jugement différentes qui examinent votre cas. Bon, on a quand même de ce point de vue-là le fait que c'est la loi qui a été appliquée. Concernant Nicolas Sarkozy, ce que les juges ont dit, et c'est là où effectivement il y a une dimension un peu plus morale, comme disait Natacha, c'est l'ordre public, mais pas sous l'angle du trouble à l'ordre public, c'est sous l'angle de la particulière gravité des faits. Et que le fait qu'il ait été président de la République, qu'il y ait ce soupçon que la campagne aurait été entachée d'eux, etc., justifiait de leur point de vue qu'il y ait cette exécution provisoire. C'est là où il y a leur appréciation de juge, mais c'est aussi ce qu'on leur demande, et ce qui fait qu'après c'est contesté, mais c'est pas le trouble public au sens où il va y avoir des manifestations, c'est la particulière gravité des faits. Alexandra Guillet, puis vous, Monsieur Puyer.
Oui, alors effectivement, il y a ce que vient très bien de résumer Guillaume, ces règles qui sont appliquées. Il n'y a pas d'application particulière ou de dérogation particulière. Ils appliquent des textes de loi. Après, il y a une grille de lecture qui est forcément un peu trouble, notamment quand on a toutes ces déclarations qui arrivent et que vous soulignez tout à l'heure. On a quand même un garde des Sceaux qui a dit qu'il allait rendre visite à Nicolas Sarkozy en détention. Ça a donné lieu d'ailleurs à une réaction ce matin dans une radio de Rémi Hetz, qui est l'avocat général près la Cour de cassation. C'est le plus haut magistrat dans notre hiérarchie judiciaire, dont la parole est importante, et qui ce matin a dit que la justice avait rappelé que la justice avait besoin de sérénité et qu'un tel déplacement en détention d'un garde des Sceaux pourrait être une sorte d'atteinte à l'indépendance de magistrats, déclaration à laquelle Gérald Darmanin a immédiatement répondu à son tour ce matin sur X en disant que s'assurer de la sécurité d'un ancien président en prison, fait sans précédent, n'atteint en rien l'indépendance des magistrats, mais relève du devoir de vigilance du chef d'administration que je suis. Donc on voit bien que jusqu'au plus haut sommet, y compris au sein du gouvernement et au niveau de la chancellerie, tout cela ça pose des questions. Oui, mais les services pénitentiaires seront particulièrement vigilants. Je veux dire, que le garde des Sceaux se déplace ou pas, là c'est un soutien personnel qu'il apporte à Nicolas Sarkozy, mais l'administration pénitentiaire sera vigilante. Mais ce que je voudrais dire également, parce que je suis également un élu, j'étais parlementaire, un élu local, j'écoute les habitants qui font pas de la politique, et je les entends, effectivement c'est très fracturé, mais qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il faut que les élus soient exemplaires, notamment ceux qui ont les plus hautes fonctions. Or, la question qu'on peut se poser, il y a eu quand même pas mal d'affaires qui ont égrené Nicolas Sarkozy. Il y en a plusieurs, enfin vous les connaissez aussi bien que moi. Et le problème d'exemplarité se pose. Monsieur Pueyo, c'est le cortège digne d'un chef d'État en exercice. Ben oui. Qui trace dans Paris et qui emmène l'ancien président Sarkozy à la prison de la Santé. Ils sont en train d'arriver où ça ? Aux Invalides en fait là, non ? À la Tour Eiffel, ouais. Ils sont en train de passer devant la Tour Eiffel avec ce cortège impressionnant, ces motos qui suivent. Oui, c'est la brigade. C'est vraiment incroyable, Guillaume Fabre. Autorisée d'ailleurs, c'est assez symboliquement. On lui a mis la Bravem pour l'escorter qui est même une brigade qui a pu être contestée politiquement, pas opérationnellement, mais politiquement. Donc on lui met en protection de son convoi. Ce que je voudrais dire également, c'est qu'il y a quand même une pression considérable sur l'institution judiciaire. Et je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. Parce que la France, c'est une belle démocratie et il y a la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Je rappelle que le président de la République et le ministre de la Justice sont garants également d'indépendance. Alors, toutes les décisions qui sont prises ne sont pas forcément acceptées par la population. On le voit bien dans les affaires plus classiques. Mais faisons attention à cela, parce que là, on voit très bien qu'on remet en question une décision judiciaire. Le soutien, on peut le comprendre. Bon. Mais la remise en question d'une décision judiciaire, moi j'appelle quand même à la prudence en ce qui me concerne. Maître Roy, vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que je considère qu'on ne remet pas en cause une décision judiciaire, on la critique. Ça, on a le droit pour revenir, et on a le droit de le faire. Et pour revenir à la question de l'exécution provisoire, parce que c'est quand même au centre de cette affaire, enfin, il y a deux questions, en fait. Il y a l'exécution provisoire et la fonction de Nicolas Sarkozy, qui est extrêmement écornée. Et de ce fait, quand vous entendez l'opinion publique, et moi j'ai entendu encore hier des tas de gens s'exprimer, ils sont extrêmement choqués par cette décision qui touche un ancien président de la République, qui apparaît très sévère dans la hiérarchie finalement des peines qui sont prononcées dans d'autres cas, y compris en matière pénale, où la sévérité est moins de mise, voyez. Et je voulais vous citer un arrêt que j'ai regardé de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui date du 23 août 2017 et qui explique justement la notion d'exécution provisoire en matière pénale et qui dit que la raison d'être de l'exécution provisoire en matière pénale, c'est l'objectif d'intérêt général visant à favoriser l'exécution de la peine et prévenir la récidive. Alors, moi, je veux bien comprendre en quoi cette exécution provisoire dans cette décision, elle prévient une récidive. Une récidive de quoi ? Je veux dire, en quoi M. Sarkozy, sur ces faits qui lui sont reprochés, qui datent d'ailleurs qui sont extrêmement anciens, c'était l'époque où il était ministre, en quoi il y a un risque de récidive ? Moi, je serais curieuse de voir la motivation de la décision. Ça, et notamment du mandat de dépôt, parce que c'est quand même très intéressant, ça. C'est aussi, on est au cœur du droit. Alors, quand on parle de la justice
justice qui est critiquée, mais la justice, les magistrats n'ont même pas de responsabilité. C'est un vrai sujet d'ailleurs, ce serait intéressant un jour de légiférer sur cette question. Nous, en tant qu'avocats, si on commet une erreur, on a une responsabilité. Vous voyez, d'ailleurs, on paye cher cette responsabilité. Vous voyez, on est obligé de cotiser pour nous assurer contre cette responsabilité si on commet une erreur. Les magistrats n'ont pas de cette responsabilité. Donc, je veux dire, ça pose aussi un certain nombre de sujets et c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Non, mais il y a le sujet de l'enfermement, effectivement, qui se pose, parce que effectivement la peine de l'enfermement, c'est une peine qui est quand même assez importante. Attendez, il y a un tweet, Alexandra Guillet, excusez-moi de vous couper, Alexandra, allez-y. Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy, qui sur X a envoyé un message ce matin, que je peux vous lire si... oui, allez-y. Au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la santé, mes pensées vont vers les Françaises et les Français de toutes conditions et de toutes opinions. Je veux leur dire avec la force inébranlable qui est la mienne que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. Voilà donc une affaire de financement illégal sans le moindre financement. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie. Il poursuit, je ne demande aucun avantage, aucune faveur. Je ne suis pas à plaindre car ma voix porte. Je ne suis pas à plaindre parce que ma femme et mes enfants sont à mes côtés et mes amis sont innombrables. Mais ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. Incroyable le tweet de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il fait de la politique, Natacha ? Bien sûr, il fait de la politique et avec le style et la verve qui sont les siens. Mais c'est tout le problème dans lequel nous sommes, c'est que nous avons une décision de justice et nous avons de la politique à côté et tout cela se percute. Et de fait, ça, je le répète, ça abîme l'ensemble de notre vie démocratique. Encore une fois, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette affaire. L'avocat Maître Roy, c'est l'ancien président de la Santé, Monsieur Pouillet. Et le mot d'exemplarité a été prononcé tout à l'heure. Il faut absolument revenir à des élites au sens large. C'est-à-dire, c'est pas seulement les politiques, mais des élites au sens large, exemplaires, parce que nous voyons les conséquences sur notre vie démocratique de tout cela, sur les débats que nous pouvons avoir, sur l'image de nos institutions et sur la façon dont chacun, individuellement, va considérer ses propres actions en fonction de ce qu'il perçoit au-dessus. C'est-à-dire que si nous avons des citoyens qui considèrent que les élites dans leur ensemble ne sont pas exemplaires, que ce soit les politiques ou que ce soit la justice, qui considèrent que les politiques sont tous pourris ou qui considèrent que les juges font de la politique et n'incarnent pas la justice, alors chacun va être inconsciemment enclin à s'autoriser ce qu'il ne devrait pas s'autoriser. Donc, encore une fois, l'exemplarité, ça doit venir du haut. Après, juste une parenthèse sur la question de la sécurité de Nicolas Sarkozy en prison et les réflexions que nous avions tout à l'heure sur le rôle de l'institution pénitentiaire. Je rappelle qu'Ivan Colonna a été assassiné en prison. Et que donc, la question de ce qui se passe dans les prisons et de la capacité à garantir l'intégrité physique des détenus, c'est quand même un petit sujet. Il n'était pas à l'isolement. Non, il n'était pas à l'isolement, bien sûr. Alors attendez, il y a ce cortège là, d'où l'intérêt de mettre à l'isolement. De traverser Paris. Boulevard Port-Royal. Oui, il est boulevard Port-Royal. Non, si c'est Necker, il va arriver donc boulevard Montparnasse seulement. Il va traverser Montparnasse, prendre le boulevard Port-Royal ensuite et tourner à droite vers la rue de la Santé. Exactement. Et Machala, vous êtes devant la prison de la Santé. Est-ce qu'il y a un gros dispositif aussi devant la prison ? Oui, je pense. Oui, un gros dispositif, on peut le dire. Beaucoup de forces de l'ordre qui sont mobilisées depuis tôt ce matin pour garantir la sécurité de l'arrivée de l'ancien chef de l'État. Ici, des dizaines de camions de police sont positionnés aux abords, aux rues adjacentes de la prison de la Santé pour garantir une arrivée de ce cortège sans aucun encombre. Alors ici, l'ancien président Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, est en route pour la prison de la Santé. En arrivant ici, il devrait être reçu par l'entrée principale et devrait ensuite donc pénétrer à l'intérieur de cet établissement où il subira plusieurs tests médicaux mais aussi des interrogatoires pour savoir un petit peu davantage d'informations sur ses conditions d'incarcération. Ensuite il sera transféré dans le quartier de l'isolement, là où il résidera et passera sa première nuit derrière les barreaux ici dans cette cellule de la prison de la Santé.
Pueyo, comment prépare-t-on une détention aussi sensible quand on est patron de prison? Vous avez été patron de la Santé et de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande prison d'Europe. Dans ce cas de figure, son entrée est préparée parce qu'on a quelquefois des mandats de dépôt et une détention provisoire immédiate. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a eu une préparation. Alors, on peut avoir des appréciations sur la détention provisoire, qui, je rappelle, a été votée par le Parlement, quand même, plusieurs reprises. On peut se poser des questions sur l'enfermement et son rôle. Est-ce qu'il fallait l'enfermer ou pas? C'est des questions légitimes qu'on doit se poser. Moi, en tant que directeur, j'ai toujours considéré que l'enfermement n'était pas toujours la décision, la prise appropriée pour lutter contre les récidives ou pour intégrer. Donc ça, c'est une question de fond qu'on peut se poser. Dans ce cas de figure, ce qui est plus important, c'est sécuriser et protéger l'ancien président de la République, d'où le placement à l'isolement. Formalité administrative, vous l'avez rappelé à juste titre, les fouilles, et ensuite sa santé également sera examinée par un médecin. Ensuite, il y aura effectivement une prise en charge adaptée, une surveillance également adaptée dans l'unique objet de sa sécurité uniquement. Donc quand il sortira de la cellule, il sera seul, il ne pourra pas rencontrer d'autres détenus, il sera seul également en cours de promenade, il pourra suivre des activités. Mais je rappelle quand même que pour toute personne qui va pour la première fois en prison, c'est une souffrance. C'est une souffrance psychique qu'il faut bien évaluer. Même si on est fort de caractère. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient soi-disant très fortes, il y a quand même une souffrance. Donc il faut qu'on soit très attentif à cette souffrance. Guillaume Fard, il a une cellule, vous l'avez dit, de 11 mètres carrés, c'est ça? Oui, absolument. Avec évidemment une fenêtre, c'est pas une pièce aveugle, il y a un lit. Alors, quand on parle pour rebondir sur ce que disait Monsieur Pueyo, en fait, il y a des cellules à côté qui seront pas occupées, c'est ça? Oui. Normalement non, parce que c'est l'isolement, mais après, selon le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un sera placé à côté, je n'en sais rien, je suis pas plus dans l'intimité de la direction de la prison de la Santé. En tout cas, sur la cellule elle-même, ce que l'on peut dire, c'est qu'il l'occupe seul. De toute façon, c'est une cellule individuelle, elle fait 11 mètres carrés à peu près, il y a donc une fenêtre, je vous le disais, il y a un lit qui est vissé au sol. Il y a un petit peu de mobilier bas, de 3 étagères, enfin des choses assez classiques. Une petite télé. Il y a un téléviseur, il y a un réfrigérateur, il y a aussi des plaques chauffantes pour cuisiner. Il y a une douche, donc il peut se laver dans sa cellule. Il n'est pas nécessaire qu'il quitte sa cellule pour rejoindre des douches collectives. Là aussi, c'est une mesure de sécurité, une mesure de préservation de son intimité. Et ça évite aussi le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la prise de photographies lors de déplacements dans l'établissement. Donc ça, c'est effectivement pour cette cellule. Il y a aussi un téléphone. Ce téléphone, c'est un téléphone fixe, filaire, qui lui permet d'appeler une série de numéros présignalés à l'administration pénitentiaire. Évidemment, la ligne peut être écoutée, le cas échéant, et donc il peut correspondre ainsi avec ses proches via ce téléphone. Ça, c'est pour la vie en cellule. Après, il y a la vie hors de cellule. Il y a quoi, 3 visites par semaine, c'est ça? Oui, minimum. Minimum. Maximum 3 visites par semaine de 30 minutes, mais il pourrait demander un parloir familial là, pour avoir plus de temps pour communiquer avec sa famille. Donc il y a des possibilités effectivement de renforcer les parloirs au niveau de la famille. Pour le téléphone, effectivement, la santé a été rénovée. Moi j'ai connu des établissements sans téléphone, sans douche. Il fallait effectivement aller dans des espaces collectifs. Là, l'établissement a été rénové, donc vous avez une douche, vous avez effectivement un minimum de mobilier. Il peut procurer une télévision, un réfrigérateur, il pourra téléphoner à toute sa famille et écouter, certes, mais pas avec les avocats. Il pourra téléphoner avec les avocats sans écoute, bien évidemment. Donc il y a quand même des droits, si vous voulez. Il y a des droits qui sont communs à tous les détenus qui seront appliqués, évidemment. Alexandra Guillet, il est dans quelques minutes à la prison de la Santé. Elles sont quand même incroyables, ces images, ce cortège très imposant qui fend Paris. C'est un cortège de chef d'État, pour le coup, Alexandra. Oui, alors ça peut se comprendre pour sa sécurité. Enfin, ça reste un ancien chef de l'État, donc qui, à ce titre, bénéficie d'une sécurité, de toute façon, au quotidien. Alors maintenant, les agents de sécurité qu'il avait jusqu'à présent systématiquement avec lui dans le moindre déplacement vont s'arrêter aux portes de la prison, en revanche. À partir du moment où il va rentrer dans l'enceinte de la maison d'arrêt de la Santé, il sera placé
uniquement, vous me direz que je dise pas de bêtises, Monsieur Peyo, mais sous la responsabilité des agents pénitentiaires et des agents pénitentiaires qui en plus pour ces unités d'isolement ont des formations tout à fait spécifiques justement pour assurer et garantir au maximum la sécurité des détenus qui s'y trouvent. Il est quasiment en train d'arriver là. Oui, tout à fait. Il descend vers le boulevard Arago. C'est au coin du boulevard Arago et de la rue de la Santé qu'on a dressé la guillotine pendant Ah bon C'est là que les exécutions publiques avaient lieu avant d'avoir lieu à l'intérieur. Et c'est la mémoire aussi pénitentiaire de Paris, ça vient pas de nulle part cette prison. C'est quand on a fermé la Madelonnette, quand on a fermé la prison de la Roquette, qu'on a réquisitionné ce terrain, on a enlevé l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Ça s'appelle la Santé parce qu'il y avait une maison de santé. C'est devenu Sainte-Anne qui n'est pas loin. Et c'est devenu cette prison qui n'a cessé d'être agrandie, où on a pendant longtemps rangé les détenus selon leur origine ethnique. Pour les séparer. Et là où a eu lieu des exécutions. Buffet et Bontemps ont été guillotinés à l'intérieur de cette prison. La bande à Bono a été guillotinée. Les membres de la bande à Beaumont ont été guillotinés, ceux qui avaient survécu, là, au coin de ces deux rues. On sait ce qu'il a emporté avec lui, Guillaume Fard. Il a emporté 3 livres, je crois. Oui, c'est ce qu'il a dit. Le Comte de Monte Cristo en 2 volumes. Bon, il a donné cette précision, mais il aurait pu lire en un seul volume après tout. La biographie de Jésus, il nous a dit également. Enfin, il a laissé fuiter cette information, mais de toute façon, à la prison de la Santé, il y a une bibliothèque, il y a accès, il peut tout à fait emprunter des livres. Il n'est pas tenu de lire que ces 2 seuls ouvrages en 3 volumes. Il peut lire à peu près tout ce que la prison de la Santé compte de livres. Et puis d'ailleurs, on peut lui faire passer des livres en détention, le cas échéant. Ça fait partie des objets. Ou un téléphone. Non, un téléphone portable, non, on va peut-être éviter. Et puis, il y aura un téléphone fixe, ça c'est. D'une part, et d'autre part, lui a tout intérêt à se conformer de façon très stricte au respect de la réglementation. Il montre aujourd'hui qu'il se présente à l'heure à sa convocation. Il s'est jamais soustrait à aucune convocation. Il est en train d'arriver là. Il ne s'est soustrait à aucune décision de justice. Je ne sais pas pourquoi il ne respecterait pas subitement le règlement de la prison de la Santé. Donc voilà, il y a les lectures et puis il y a du temps en extérieur. Il y a 1 heure de promenade par jour dans une cour isolée. Mais d'ailleurs, ce que vous soulignez, Guillaume, sur le fait qu'il a toujours répondu à la moindre convocation, à la moindre audience, il fait ses recours, ses appels, mais c'est le processus judiciaire qui permet ça. Donc il utilise juste son droit finalement à contester d'éventuelles condamnations. Et ça a d'ailleurs été motivé dans le jugement pour expliquer que son mandat de dépôt était à exécution provisoire, certes, mais à mandat différé pour lui laisser le temps de s'organiser et cette souplesse, parce qu'il aurait pu très bien être emmené dès la fin du jugement directement en détention. On lui a dit non, vous n'avez pas été condamné jusque-là pour des faits antérieurs à ces faits pour lesquels vous êtes devant notre tribunal, et 2, vous avez systématiquement répondu à toutes les convocations, vous êtes venu à toutes les audiences, et pour cette raison-là, on vous laisse un temps pour vous organiser. Alors, il s'est organisé et il est maintenant face à son destin. Et machallah, il est en train d'arriver à la prison de la Santé. Tout à fait, il est sur le point d'arriver. Nous le voyons ici rue de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. Nicolas Sarkozy se situe dans la première voiture que l'on voit sur ces images de Thibaut Bruck et il devrait sortir d'une minute à l'autre pour rentrer par l'entrée principale de cette prison de la Santé. Alors ici, Nicolas Sarkozy devrait être reçu par des agents pénitentiaires afin d'être convoqué à 10h comme cela a été prévu. Et ensuite, il devrait être transféré dans le quartier de l'isolement, là où pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il va dérouler son incarcération. Et ensuite, il devrait passer ce soir sa première nuit derrière les barreaux ici. Natacha Polony, ce sont quand même des images historiques. Bien sûr, mais ce qui me frappe, c'est à quel point Nicolas Sarkozy, en effet, continue non seulement à préparer son procès en appel, c'est-à-dire à clamer son innocence en espérant que le jugement va être modifié, mais aussi à faire de la politique. Et le choix des livres qu'il a emportés est un message politique. De même que les présidents qui se font photographier choisissent savamment les livres qu'ils posent sur le bureau pour envoyer quelques images subliminales, de même, Nicolas Sarkozy envoie des images qui sont d'ailleurs pas du tout subliminales. Le Comte de Monte Cristo et la biographie de Jésus, ça signifie « je suis un martyr ». Et Paul Verlaine a écrit parmi ses plus beaux poèmes quand il était en prison.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, qui se termine par ces phrases « Qu'as-tu fait, oh, toi que voilà, pleurant sans cesse ?» dit « Qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ?» Alors on ne sait pas ce que Nicolas Sarkozy va méditer en prison, mais s'il emporte le comte de Monte Cristo, c'est que les intentions derrière sont tout de même plus proches du « je me vengerai » que du « qu'as-tu fait de ta jeunesse ?» Il va peut-être méditer la dernière phrase du comte de Monte Cristo, Christophe, attendre et espérer. Oui. Ah oui, il peut espérer parce que sa libération rapide ne fait pas de doute. Dans quelques semaines, Nicolas Sarkozy sortira. Et sur la base de ce qu'il a dit depuis plusieurs jours, il reprendra ce combat politique, qui est un combat contre l'institution judiciaire qui, entre guillemets, veut l'incarcérer sans avoir de fondement, veut sa tête. Et en même temps, un combat contre ses adversaires politiques. Alors regardez cette image, la voiture est repartie et elle rentre donc dans la cour de la prison de la Santé, Joachim Pueyo. Il y a un sas, je crois. Oui, il y a un sas. Bon, vous savez, on a eu malheureusement dans les prisons françaises des personnes qui ont fait la une des journaux. Je pense à Maurice Papon à un moment donné. Vous savez comment il est rentré à Fresnes? J'ai dirigé Fresnes avec un hélicoptère. Donc là, ça ne me choque pas que la voiture rentre dans la cour d'honneur et ensuite il sera pris en charge par les services pénitentiaires. Je pense qu'il faut éviter toute forme d'humiliation également. Je crois que c'est important de le rappeler. Oui, mais c'est bien de le dire également, quoi. Donc, et puis la prise en charge. Comment ? Préserver la dignité. Comment l'institution Alexandra gère-t-elle la médiatisation autour d'un détenu si exposé comme ça, en essayant de le faire rentrer avec le sas, etc. De toute façon, on l'a vu sortir de chez lui, on a vu Louis Sarkozy la repartir avec son épouse du domicile de son père. Bon, l'affaire est ultra médiatique. On est en spécial depuis 9 heures. Une des premières mesures, on le voit d'ailleurs sur ces images, tous ces barriérages qui sont pas tous là comme ça au quotidien. On a vu ça aussi autour de son domicile. Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont présentes pour prévenir, pour essayer de tenir quand même un peu plus à distance les médias, pour préserver justement ces images et qu'on puisse s'approcher trop près de cette voiture et d'avoir le cliché qui va faire le tour du monde derrière. Donc il y a ces mesures de précaution. On parlait tout à l'heure de cette escorte policière à moto. Bah oui, effectivement, parce que ça permet quand même de faire une espèce de bulle protectrice autour du véhicule et cette étape qui est effectivement de rentrer le véhicule à l'intérieur d'un sas au sein de la prison, ça permet aussi, ça participe aussi à ce souci de vouloir préserver l'image de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Autour de son domicile, on le voit à gauche de l'écran, Henri Guénaud, les enfants, Sarkozy, c'est-à-dire qu'il y a Louis, il y a Pierre, il y a Jean, il y a aussi le fils aîné de Carla Bruni, Aurélien Antoven. C'est quand même une histoire incroyable pour une famille, ça, Guillaume Farien. Oui, après, je sais pas s'il m'appartient trop de commenter ça, mais c'est une famille effectivement extraordinaire dans le sens où c'est la famille d'un chef d'État. Et donc, il y a la fonction, il a été chef d'État. Ils ont vécu avec lui en partie à l'Élysée sous protection. Ils vont aussi le rester, parce qu'il reste des personnalités menacées, exposées. Et donc, si la protection de Nicolas Sarkozy maintenant elle relève de l'administration pénitentiaire, celle de sa famille elle relève toujours du ministère de l'Intérieur. Donc, de toute façon, leur vie sous protection va se poursuivre en raison du fait qu'il reste des personnes qui sont des personnes exposées. Et en ce sens, le ministère de l'Intérieur leur doit un service de protection. Maître Roas, on sait combien de temps il va rester en prison, Nicolas Sarkozy? Ça y est, il est rentré dans la prison de la Santé. C'est quand même un moment incroyable. Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il va y passer? Alors, à partir du moment où il est mis sous écrou, donc la peine s'exécute. Et ses avocats vont déposer immédiatement ce qu'on appelle une demande de mise en liberté, qui sera examinée donc dans le délai de 2 mois. Et là, 2 mois? Oui. Maximum. Et la chambre de l'instruction c'est conseil Christophe Higrin et Jean-Michel Barrois. Voilà, étudieront. La chambre d'instruction examinera cette demande à la lumière d'un article du Code de procédure pénale qui s'appelle l'article 144, qui énumère un certain nombre de critères. Alors vous voyez, c'est ça la différence, c'est-à-dire qu'il a été, il y a eu ce mandat de dépôt prononcé dans l'intérêt général pour éviter la récidive. Juridiquement, la base juridique, le fondement juridique de ce mandat de dépôt. Et puis, la demande de mise en liberté, le fondement juridique, c'est les dispositions de l'article 144, donc, qui énumèrent les critères
pour remettre en liberté, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas de risque de concertation avec d'éventuels complices? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de pression sur des victimes? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'évasion? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de disparition des preuves? Donc on voit un peu, vous voyez, c'est là qu'apparaît finalement tout le caractère illogique, même sur un plan juridique, en tout cas de mon point de vue d'analyse juridique, stricto sensu, ce mandat de dépôt et finalement les dispositions de cet article. J'ose espérer que la Chambre de l'instruction le remettra en liberté assez rapidement. Guillaume Fard, c'est possible ça? Que la remise en liberté arrive rapidement, oui. Enfin, en tout cas, il y a un délai dans lequel effectivement la juridiction doit se prononcer. Maintenant, ça peut, si c'est trop rapide, il y a un commentaire évident de nature politique qui va dire mais vous vous rendez compte, il y a un traitement de faveur. Si c'est trop long, il y aura un commentaire politique inverse qui dirait qu'il y a de l'acharnement judiciaire. Donc en fait, il faut rester sur le droit, rien que le droit et seulement le droit. Et les critères de l'article 144 du Code de procédure pénale qui ont été énumérés, comme on n'est pas en matière criminelle, il n'y a pas le 7e critère qui est celui du trouble à l'ordre public. Il n'y a que les 6 premiers critères. Et les 6 premiers critères, une fois que vous présentez des garanties de présentation, mais Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien et puis il va pas quitter le pays. Donc c'est pas un risque lourd. Après, il y a le risque de réitération de l'infraction. Il n'est plus en fonction. On lui reproche des faits de corruption de nature politique pour du financement de campagne. Il n'a plus de mandat. Il n'a pas de velléité de se présenter. De toute façon, il a été frappé d'inéligibilité par ailleurs, avec exécution provisoire. Donc, après, il vous reste quoi? Il vous reste plus beaucoup d'arguments pour dire que ce serait contraire à l'intérêt des investigations, d'une enquête, d'une instruction. De toute façon, le dossier a été jugé en première instance. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de le maintenir en détention sur le plan strictement objectif, mais c'est à la juridiction de le dire. Ce qui peut Alexandra Guillet. Ce qui peut peut-être nous donner un peu... Alors déjà, première précision, c'est que si jamais sa demande de remise en liberté était rejetée, il peut en faire autant qu'il veut. Autant de fois. Donc il peut retourner systématiquement dès que c'est rejeté, en redéposer une et c'est à nouveau réexaminé dans le même délai. Un petit indicateur. Dans cette affaire, le jugement remonte au 25 septembre. Il y a un mandat de dépôt qui a été demandé pour 3 personnes. 2 sont repartis quand même directement en détention. Mandat de dépôt, Alexandra, reprécisez ce que c'est. Aller en détention. Ouais. Voilà, le temps de l'appel. Ça a été le cas pour Alexandre Jory et Waïb Nasser qui sont condamnés dans ce dossier et sont allés directement en détention à l'issue du jugement. Ils ont fait appel, évidemment, du jugement et ils ont fait également une demande de mise en liberté. Alors, pour information, leurs demandes seront examinées justement par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel les 27 octobre et 3 novembre prochains. Le jugement date du 25 septembre. Donc, on a ce délai grosso modo d'un mois qui s'est écoulé. Donc, on peut imaginer raisonnablement que si Nicolas Sarkozy fait une demande dès aujourd'hui de mise en liberté, eh bien, cela va nous porter au maximum à un mois, donc vers la fin novembre. Christophe, est-ce que c'est... Pardon, excusez-moi. Joachim Pueyo. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, je pense que la Cour d'appel va examiner cette requête dans 3 semaines, 1 mois maximum. Ouais. Et puis, elle aura la possibilité de prendre une décision, contrôle judiciaire, bracelet électronique éventuellement. Donc il y aura des possibilités pour que la justice soit pas remis en question sur le fond du dossier, mais sur la forme, effectivement, il y a d'autres possibilités que l'enfermement, que la détention provisoire. Donc, le contrôle judiciaire, une bracelet électronique, c'est des possibilités que la Cour d'appel peut décider. Christophe, c'est la première fois qu'un président français entre en prison? Ah oui, bien sûr. Il y a des exemples à l'étranger, que ce soit Lula, qu'on évoquait tout à l'heure au Brésil. Il y a eu des chefs de gouvernement aussi, au Pérou par exemple. Il y a eu le président israélien aussi qui a été condamné dans une affaire de droit commun. Mais en France, c'est inédit sous la Ve République. Alors évidemment, quand on reprend les livres d'histoire, on trouve Louis XVI et le maréchal Pétain, qui tous les deux ont été en position d'être chefs de l'État et qui se sont retrouvés incarcérés. Ce sont des exemples qui ne font pas raison dans la comparaison. Vous avez eu des chefs de gouvernement en Europe qui ont été en prison. Je pense au Portugal, par exemple, pour Berlusconi, en Italie, également en Roumanie. Le Premier ministre avait été condamné également. Il est resté quelques mois en détention provisoire, ensuite libéré. Donc il y a eu des chefs de gouvernement en Europe qui ont été également en prison pour des faits
différents, certes, mais pour des faits de corruption, etc. En France, Louis XVI et Philippe Pétain, Christophe, non ? Oui, voilà, c'est les deux qui étaient à la tête de l'État. Bon, évidemment, chacun dans des circonstances historiques qui empêchent toute comparaison avec ce que l'on vit là. Bien sûr. Alexandra Guillet, il est attendu, si j'ose dire, dans d'autres affaires, le président Sarkozy. Oui, ça va arriver d'ailleurs assez rapidement, puisque la Cour de cassation va rendre sa décision le 26 novembre de mémoire dans l'affaire Big Malion. Donc là, ça concernait le financement de l'autre campagne électorale, celle de 2012. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné dans cette affaire à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Il avait fait appel, il s'est ensuite pourvu en cassation, et donc la Cour de cassation rendra sa décision dans quelques semaines maintenant. Concernant l'affaire des écoutes, la fameuse affaire Bismuth, la condamnation a été définitive. Il reste un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais cela n'a pas empêché l'exécution considérée de sa décision. On s'en souvient, avec le port de ce bracelet électronique qu'il avait dû porter, y compris pour aller notamment au procès de l'affaire libyenne. Et puis il est également mis en examen, Nicolas Sarkozy, dans une autre affaire qui est pendante à celle qui lui vaut ses ennuis aujourd'hui. C'est l'affaire de la rétractation du témoignage de Ziad Takedine. Information de témoin, c'est ça ? Exactement. Et Ziad Takedine qui est mort d'ailleurs 2 jours avant le... 2 jours seulement avant le jugement, le 23 septembre, effectivement, au Liban où il était. Nicolas Sarkozy, donc, qui a été mis en examen dans cette affaire depuis octobre 2023 sur de possibles manœuvres frauduleuses en fait de ce témoignage. Et donc il y a une information judiciaire qui est toujours en cours, mais qui devrait normalement, nous dit-on, trouver son épilogue aussi dans les semaines qui viennent. Donc on saura s'il est aussi dans ce dossier renvoyé ou pas. Joachim Pueyo, si on fait un peu de projection là, à quel moment l'ancien président Sarkozy va-t-il rentrer dans sa cellule ? Là, il y a combien ? Il y a un délai de 2 heures entre le... Oui, à peine, parce qu'il passera pas... Enfin, à mon avis, si j'étais directeur de la santé, je ne le ferais pas passer au quartier arrivant. Je l'affecterais après les formalités administratives. Directement dans sa cellule. Après les fouilles, je l'affecterais directement... et après avoir annoncé évidemment au quartier d'isolement, parce que c'est là qu'il sera le mieux protégé, parce qu'effectivement au greffe il y a quand même du personnel, on peut rencontrer d'autres détenus, donc là il y aura une protection optimale pour qu'il soit affecté rapidement dans sa cellule à l'isolement, de façon à ce qu'il soit protégé, et ensuite bien il aura effectivement un emploi du temps qu'il va lui-même arrêter entre la promenade, peut-être le sport, la lecture, les parloirs, qui c'est important, et puis le téléphone. Je pense que le téléphone, ça joue un rôle important dans le lien avec la famille, parce qu'effectivement, le lien avec la famille, pour toutes les personnes détenues, sont importants, ces liens, et l'accompagnement familial est pour moi fondamental. Parce que je rappelle quand même, peu importe la force de caractère, il y aura quand même une souffrance. Il y aura quand même une souffrance, nous dit Joachim Pueyo. Il est rentré, Christophe, dans sa cellule, où il va donc se préparer seul son déjeuner, c'est ça, Guillaume Farne ? Parce qu'il va pas déjeuner avec les détenus. En fait, sur le plan du régime alimentaire, il y a le fait que pour échapper la plupart du temps aux repas qui sont ceux de la cantine des établissements pénitentiaires, certains détenus, dans ces circonstances-là de l'isolement, soit se cuisinent eux-mêmes, soit achètent des repas, parce que sinon vous mangez évidemment le régime ordinaire, mais sur le plan de la réputation, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est la raison pour laquelle... Achète de repas, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas un Deliveroo ? Vous avez un catalogue avec des denrées que les détenus peuvent se procurer. D'ailleurs, c'est pas une minorité de détenus. Il y a beaucoup de détenus qui cantinent, notamment dans les établissements pour peine, mais également en maison d'arrêt. Alors il faut avoir un peu de crédit, parce qu'ils ont un compte nominatif également. C'est-à-dire qu'il y a une banque à l'intérieur de la prison pour gérer effectivement la vie, les dépenses et la vie des détenus. Donc ils peuvent acheter effectivement des revues, s'abonner à des journaux, avoir une télévision également. Donc ça a un coût tout cela. Et puis effectivement cantiner. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour l'ancien président de la République concernant ces points qui sont prévus dans les règlements pénitentiaires.
Oui, non, il faut un peu d'argent. Bon, après, Nicolas Sarkozy a un pouvoir d'achat sans présumer de sa fortune qui est supérieur à celui de la grande majorité des détenus, et donc il peut acheter ses repas. Mais oui, et il peut se réchauffer des choses, cuisiner un petit peu dans sa cellule. Bon, c'est pas incroyable sur le plan gustatif, mais ça permet toujours d'échapper à ce que les cuisines des prisons, qui sont évidemment pas réputées pour leur qualité extrême sur le plan gastronomique, proposent aux détenus. Ouais. On écoute quelques soutiens. Ils étaient nombreux ce matin, les Français, massés devant le domicile de l'ancien président de la République. On les écoute. Nicolas Sarkozy est un homme de valeur qui a fait beaucoup de choses pour ce pays, et donc en tant que citoyen, on est là avec lui à ses côtés. Franchement, on n'est pas contre la justice, mais le mettre en prison, ça nous touche énormément. C'est pour ça qu'on est là. C'est personnel. Il y a un doute sur la légitimité et sur les objectifs qu'il y a derrière cette condamnation. C'est 5 ans de prison, mandat de dépôt, on lui retire sa Légion d'honneur, ça fait beaucoup en fait. Ça ressemble à une humiliation en réalité. Et ça m'a vraiment touché le cœur que la justice française le condamne aussi durement. C'est incroyable ces images quand même. Christophe, on la sent, la fracture dont parlait Natacha Polony autour de cette condamnation et de cette mise en prison de l'ancien président de la République française quand même. Oui, il y a une incompréhension parce que la motivation de cette exécution provisoire, elle n'est pas passée dans l'opinion. On a beau retourner dans tous les sens, comme le disait Guillaume tout à l'heure, fuir, faire pression sur les témoins, réitérer l'infraction, tout ça semblait échapper au cadre. Donc ça donne l'impression que la justice s'est dit... puisque peut-être à terme il échappera si un jour il est innocenté, on va quand même le mettre en prison tout de suite. Comme ça sera fait. C'est ça qui est passé dans l'opinion, notamment aux côtés de ses supporters. Après, l'attachement à un grand leader politique, c'est toujours quelque chose comme ça de bigarré, d'affectif et d'assez irrationnel. Vous n'arracherez jamais à ceux qui ont cru en François Mitterrand ou en Nicolas Sarkozy la racine de leur attachement qui est tellement sentimental qu'il va au-delà de toute argumentation. Parce qu'il y aura un appel, il y aura une cassation, et un jour peut-être Nicolas Sarkozy sera condamné définitivement. Et s'il est condamné à 5 ans de prison ferme, comme ça a été le cas en première instance, il est probable qu'il y retourne dans cette prison. Il pour une durée plus longue. Pas forcément, parce qu'il a plus de 70 ans, il peut demander une libération conditionnelle immédiatement. Donc c'est le législateur qui a mis ça en place pour des raisons d'humanité. Et moi, j'étais favorable pour cette réglementation nouvelle qui existe depuis très peu de temps. Est-ce que vous n'accréditez pas ma thèse? Pour les juges qui avaient une sorte de revanche à prendre sur Sarkozy, c'était le seul moyen d'avoir cette image. Voilà. C'était l'exécution provisoire pour quelques semaines, Nicolas Sarkozy en prison. C'était le seul moment et le seul moyen. Là, vous dites que les juges font la politique, alors, Christophe. Si cette thèse de la condamnation, après quand même un dossier qui s'est largement effondré, si cette thèse de la condamnation est valable, oui, on pourrait y voir. Et d'ailleurs, ces partisans y voient la main de juges qui veulent se venger de celui qui les a traités de petits pois, pour tout dire. Maintenant, vous avez tous ceux qui disent non dans les faits qui lui sont reprochés. Parce qu'il a envoyé des collaborateurs en Libye discuter avec le gouvernement de Kadhafi. Il était ministre de l'Intérieur. Il savait qu'il serait candidat à la présidence de la République. Sur ces seuls faits-là, l'association de malfaiteurs est constituée. C'est aussi un raisonnement juridique qui s'entend complètement. Mais l'exécution provisoire sur cette base me semble toujours fragile. Voilà. C'est toujours le même débat. C'est l'exécution provisoire parce que les faits sont d'une particulière gravité, de nature à fausser la sincérité d'un scrutin qui est un scrutin majeur. Je vais rien vous apprendre, Christophe, qui est l'élection présidentielle. Sauf qu'on n'a pas trouvé l'argent. Oui, mais ça c'est pas nécessaire pour l'association de malfaiteurs. Mais pour dire que le scrutin a été faussé, il faudrait qu'on sache comment il a été dépensé dans cette campagne. C'était l'intention. En fait, l'association de malfaiteurs est une criminalisation de l'intention. Et c'est un peu la particularité de cette infraction. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire ou que vous ayez fait pour qu'on vienne vous reprocher votre volonté d'avoir voulu faire. Certes, mais la gravité, notamment du trouble à l'ordre public, c'est-à-dire fausser une élection, la gravité ne peut pas être établie s'il n'y a pas eu de l'argent vraiment dépensé. L'intention ne fausse pas le scrutin. Sur le plateau. L'intention, cette fracture, on la retrouve même ici. L'intention est un délit, mais la gravité ne peut pas être le fruit de la seule intention, ne peut être le fruit que de la réalité. Alors attendez, le juge de paix, Alexandra Guillet. Ce qui a pu jouer également, alors je suis pas dans l'esprit des magistrats, c'est quand même les faits que vous avez rappelés tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des faits qui s'accumulent. Et pour revenir à l'exemplarité, on peut se poser des questions également sur cette notion d'exemplarité qui est, à mon avis, une notion importante qui devra être de plus en plus importante pour tous les hommes qui font de la politique. Alexandra Guillet. Je voudrais juste
qu'on pense à la pression folle qui existe aujourd'hui, qui pèse aujourd'hui sur les magistrats, ceux d'abord qui vont devoir prendre cette affaire en appel et la juger, et par ailleurs les autres magistrats qui, eux, vont devoir examiner cette demande de mise en liberté derrière. Et dans l'hypothèse où ils mettent en liberté Nicolas Sarkozy dans 3 semaines, la caisse de résonance et qu'il va y avoir, avec si on résume ça, tout ça pour ça, en attendant le procès, le nouveau procès, le second round, on va dire, en appel. Oui, il y a une pression incroyable. Il me semble que la pression sera moins forte dans la mesure où même ceux qui considèrent que Nicolas Sarkozy serait coupable peuvent accepter l'idée qu'il soit libéré après. En fait, ce qu'ont voulu les juges, visiblement, c'est en effet cette image. Alors, est-ce par vengeance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, comme il le dit, ou est-ce parce qu'ils ont voulu envoyer aux citoyens l'image que, quelle que soit la position qu'on occupe dans la société, et même président de la République, à un moment donné, on n'échappe pas à la justice et qu'il est légitime que, pour une faute grave, on aille en prison. Peu importe, ça, on ne saura jamais ce qu'ils avaient en tête. Mais de fait, il y a ce message-là qui était envoyé aux citoyens. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça leur vaut des menaces, des menaces de mort, et que le garde des Sceaux a quand même dû intervenir pour aussi protéger les magistrats de son ministère, parce que c'est pas admissible d'envoyer des tombereaux d'injures et de menaces. D'où le problème, en effet, c'est qu'on a une tension vis-à-vis de la justice qui est tragique. On voit s'avancer sur l'image Guillaume Fard, les deux avocats de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrin et maître Jean-Michel Darrois, qui prennent la parole. On les écoute sur LCI. Bonsoir ces caméras pour leur toute première déclaration depuis l'incarcération du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, pendant plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy a été accusé d'abord d'avoir trompé ses électeurs en se faisant financer illégalement par la Libye, et d'autre part d'avoir été corrompu en favorisant les intérêts de la Libye au préjudice des intérêts de la France. Le tribunal lui-même a reconnu que ces accusations étaient fausses, mais Nicolas Sarkozy a été relaxé de ces accusations. Et pourtant, au terme d'une acrobatie judiciaire, d'une construction intellectuelle, le tribunal, sans aucune preuve, a choisi de retenir Nicolas Sarkozy pour une association fausse de malfaiteurs. Le tribunal, en plus, a voulu, en dépit des constatations qu'il avait faites, que Nicolas Sarkozy soit incarcéré. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrin, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Je vous remercie. Maître Ingrin, vous avez la possibilité de déposer une demande de mise en liberté pour pouvoir faire espérer sortir Nicolas Sarkozy dans un délai de 2 mois, puisque c'est un délai qui est imposé. Est-ce que cette demande va être déposée dans les prochaines minutes ? Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment
comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. Mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. En utilisant la méthode de l'exécution provisoire, vous savez qu'en droit français, rien ne permet de contester cette exécution provisoire. Il n'y a pas de moyen d'aller devant une juridiction d'appel sur l'exécution provisoire. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il est rentré, il est donc maintenant incarcéré et notre tâche c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation, puisque je rappelle que en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle, et en dépit de ça, il est incarcéré. Vous étiez avec lui à l'intérieur de la voiture, donc en direction de cette prison de la Santé. Quels ont été ses derniers mots? Dans quel état d'esprit était l'ancien chef de l'État? Il fait face. Il se dérobe pas, il se plaint pas. Il n'a rien demandé, pas de traitement de faveur. L'isolement, c'est tout sauf un traitement de faveur. Il va être placé à l'isolement. Il se plaint pas. Il est rentré, il a salué les personnes qui l'attendaient et il est rentré pour exécuter les formalités qui sont les formalités de la détention. Pas un mot. Voilà. Il fait face comme il a été présent devant le tribunal correctionnel, comme il a été présent devant les juges d'instruction en garde à vue. Il a la certitude de celui qui sait qu'il est innocent. Ça prendra du temps, ça prend du temps. C'est une épreuve, c'est un moment qui est très difficile, mais il est persuadé, et nous le sommes aussi, qu'à la fin, nous réussirons à convaincre les magistrats de son innocence. Les conditions de son incarcération, quartier d'isolement, aucun contact avec les autres détenus. À côté de cela, il aura droit à aller à la bibliothèque, ou encore à la salle de sport, et puis surtout un téléphone fixe pour pouvoir permettre d'échanger avec ses proches à l'intérieur. Vous nous confirmez tout ça? Oui, c'est donc 1 heure de sortie par jour dans une cour grillagée, seul. Sinon, en effet, enfermé en cellule. Pas de contact avec personne. 3 droits de visite par semaine de sa famille et ses avocats quand il le souhaite. Comment est-ce qu'il compte occuper son temps? L'écriture d'un livre, visiblement? Il écrira, en effet. Il écrira sur cette expérience si difficile. Il écrira sur ce qu'il a subi, sur ce qu'il a entendu, les contacts qu'il a eus. Vous allez déposer la demande de la libération. C'est fait. Voilà. Dans combien de temps vous croyez qu'il va être libre? Alors, je peux vous dire dans combien de temps la demande sera examinée. C'est à peu près dans 1 mois. La décision de la Cour d'appel, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle sera cette décision. Voilà, merci beaucoup. Merci. Christophe Ingrin, l'un des 2 avocats de Nicolas Sarkozy, juste avant lui, son autre avocat. 2 informations très importantes dans cette intervention des défenseurs de l'ancien chef de l'État. Première information, la demande de remise en liberté a été déposée. Elle a été déposée. Deuxième information qu'il convient de porter à votre connaissance sans attendre, c'est que Maître Ingrin donne un calendrier assez précis. Il dit il y a 1 mois pour que la Cour d'appel examine, donc c'est au minimum 1 mois. Au minimum 1 mois pour l'ancien chef de l'État, l'ancien président de la République 2007-2012 est en prison. Si vous nous rejoignez, c'est l'information principale de cette matinée sur LCI. Il y a eu un rassemblement à son domicile de soutien, une Marseillaise qui a été entonnée, un trajet en voiture sous le regard de dizaines de caméras et puis une incarcération. Une incarcération. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est actuellement derrière les murs de la prison de la Santé à Paris. Demande de remise en liberté compte tenu de son âge, elle est évidemment légitime, elle est prévue, mais de toute façon, elle ne pourra être examinée que dans 1 mois. Donc là, Nicolas Sarkozy est désormais détenu et nous nous interrogerons sur ce qui va se passer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures et puis donc dans les prochaines semaines, parce que cette incarcération ne durera pas que quelques jours, ce sera au minimum 1 mois. Que se passe-t-il, Alexandra Guillet, exactement au moment où nous nous parlons? L'ancien chef de l'État subit des formalités, on lui remet un numéro d'écrou, pouvez-vous nous raconter?
Oui, effectivement. Alors là, de manière assez classique finalement, quand on rentre en détention, vous avez tout un processus administratif, on va dire. Il va devoir aller au greffe de la prison. Il y a une prise d'identité, une vérification d'identité, une prise d'empreinte digitale. On va lui attribuer effectivement un numéro de détenu, un numéro d'écrou qui va le suivre pendant toute sa détention. Et puis après, on va l'emmener au vestiaire. Là, on va lui demander de remettre ses affaires, vérifier ce qui peut être emmené ou ce qui est interdit en détention, et puis on va lui donner ce qu'on appelle un kit de détention, donc c'est des produits d'hygiène, c'est des draps, c'est le nécessaire pour un détenu, après quoi il va être conduit dans sa cellule, qui, on le rappelle, est dans un secteur de la prison qui est le quartier isolement.